C'est comme si il n'y avait plus de son, on n'entendait plus rien, avec comme un grand vide. Et je n'ai pas aimé ça. À 9h20, Denis Lortie se présente à la station de radio CJRP sur le boulevard Laurier. Calmement, il demande à parler à l'animateur André Arthur. La réceptionniste lui répond que M. Arthur est en onde et qu'elle ne peut pas le déranger. Il finit par lui remettre une enveloppe sur laquelle il a écrit « À ne pas ouvrir avant 10 heures ». La même chose quand il va déposer la cassette à Arthur. Si Arthur avait été là à la radio, peut-être qu'il y aurait eu un dialogue et il y aurait eu une explication où on l'aurait trouvé trop malade, où on serait intervenu. Alarmée par l'interdiction d'ouvrir l'enveloppe, la jeune femme passe outre et écoute la cassette. La station prend les menaces qu'elle contient suffisamment au sérieux pour téléphoner à la police, qui décide de venir saisir immédiatement la cassette. Mais Denis Lortie est déjà en route pour la citadelle, où il tire une première salve de mitraillette. J'ai entendu une pétarade qui me semblait être des feux d'artifice, pour vous dire. Et j'ai même regardé l'heure et la date en me disant, mais avec quel diable, qui peut faire... pourquoi des pétards à cette date-ci et à cette heure-ci, je ne comprenais pas. La première salve de mitraillette tirée devant la citadelle a été qualifiée de diversion par certains, d'appel au secours par d'autres. Je peux vous dire autant que la personne qui peut se suicider va réussir, moi, je n'étais pas capable. Mais j'ai tout fait en conséquence de me faire tuer. C'est quand même incroyable qu'on se promène dans la ville de Québec, on tire des coups de mitraillette contre un mur en pleine ville, contre la citadelle de Québec, puis que là, il n'y ait pas non plus de réaction. Et ça va aboutir à ce qu'il, de nouveau, il est seul, et puis il va finir son scénario de façon dramatique. Denis Lortie stationne sa voiture devant la porte latérale du Parlement. Grâce à son repérage de la veille, il sait que cette entrée lui donne un accès rapide aux différentes salles. Il se retrouve en face d'une préposée à l'accueil. Avant qu'elle n'ait eu le temps de dire quoi que ce soit, il la met en joue. Il crie « Bon, allons-y » et tire. En rentrant, il a tiré des coups de feu sur la téléphoniste. Alors moi, je me suis tout de suite précipitée. Je me suis en allée par dehors, par l'extérieur. Et là, je me suis en allée à la porte sur le côté là, de l'édifice G. Et j'ai vu un agent de la paix. J'ai dit, vite, vite, il y a un gars de l'armée qui vient d'entrer avec une mitraillette. Et on a entendu des coups de feu. Quelques minutes avant la commission parlementaire, je quittais mon bureau. J'entends ce qui m'apparaissait tout de suite comme des coups de feu. Mais peut-être les feux d'artifice, je n'étais pas trop sûr. Là, j'ai tourné vers la porte, tout près de l'entrée du Parlement, sur le côté. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de sang sur la porte. Une empreinte quasiment digitale de toute une main. La préposée à l'accueil a reçu plusieurs balles à la poitrine, au bras droit et au bassin. Mais elle n'est pas morte. Elle tente désespérément de se mettre à l'abri. Je vais un peu plus loin. Et je vois que quelqu'un qui gisait à terre, je pensais que la personne était morte. Je l'ai retournée et j'ai vu qu'elle avait plusieurs coups de balle dans le corps. Tout simplement, j'ai pris sa tête et puis pour la reposer, j'ouvrais la bouche parce que je considérais que la ressuscitation artificielle ne servirait à rien. Alors j'ouvrais la bouche pour qu'elle puisse respirer un peu plus tranquillement. Et après, elle a dit tout de suite, elle a dit « l'eau, l'eau ». Alors je tourne derrière moi, je dis « cherche de l'eau vite parce qu'elle a soif ». Personne ne comprend exactement ce qui se passe.
À cette heure de la journée, le Parlement est grouillant de monde. À ce moment-là, le même matin, il y avait un groupe d'étudiants ontariens, des gens du niveau primaire qui étaient présents et qui, pour tromper l'attente, un peu pour égayer leur attente, s'amusaient à s'asseoir dans le grand escalier, soit en groupe, soit individuellement, et à se faire photographier. Lortie continue son chemin en tirant à droite et à gauche. Un messager, Camille Lepage, 54 ans, est en train de remplir un seau de glace quand Lortie tire dans sa direction. Il a été atteint d'une balle et il est décédé sur le coup. Simplement en prenant de la glace, il était au mauvais endroit, au mauvais moment. Soudainement surgit un homme trapu avec un vêtement militaire et dans les mains une arme. Il gravit le grand escalier au milieu des enfants et au milieu de certaines personnes qui sont présentes à ce moment-là. Et lorsqu'il arrive à peu près aux 2/3 du grand escalier, tire un coup de feu. Et il y a du plâtre qui descend. Et à ce moment-là, je me dis, ben là, il tire pour le vrai. Là, on a vu que c'était extrêmement sérieux. On a demandé à la sûreté municipale d'intervenir. Au départ, au téléphone, ils nous ont pas cru. Si je me souviens bien, c'est Jean-Luc Lemieux qui a crié dans le téléphone pour dire c'est réel, il s'est identifié, puis ne vous en plus. En grimpant l'escalier, Lortie s'écrie « J'en ai une gang à tuer au 2e et au 3e étage ». Les gens commencent à réagir et pensent d'abord à protéger les enfants. J'ai entendu la responsable du groupe dire « Oh, c'est pas grand-chose, ils sont en train de tourner un film. Là. Quand ça va être fini, bon, on va sortir. » J'ai trouvé ça extraordinaire la façon dont, j'ignore le nom de cette institutrice, qu'elle a maîtrisé la situation pour pas que les enfants paniquent. Lortie prend la direction du Salon Bleu. Si ces informations sont exactes, l'élite politique du Québec, incluant le premier ministre, devrait s'y trouver. Dans ce genre d'enquête, il faut voir au-delà des preuves, explorer des avenues inhabituelles et laisser de côté les méthodes traditionnelles. Car nous avons affaire à des enquêtes paranormales. Mercredi 21h30 à Canal D.